Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce débat qui est donc organisé par les Annales avec le soutien de la Bibliothèque nationale de France et avec la participation de toute la rédaction de la revue que je remercie beaucoup. C'est la 4e année que nous organisons ce cycle de débat dont l'objet est, de même que le site internet, de prolonger le travail de la revue d'autres manières, avec d'autres publics et en donnant la parole à des lecteurs ou à des gens qui s'intéressent au travail qui est mené dans le cadre de la revue. Aujourd'hui, cette rencontre est consacrée à un numéro qui est sorti au début de l'été et qui comporte deux dossiers, un dossier sur l'histoire des sciences et un autre dossier sur la longue durée. Ce dossier sur la longue durée, c'est en fait l'une des facettes d'un débat international autour des propositions de deux historiens américains, ou enfin d'un historien anglais, David Armitage, qui enseigne à Harvard, et d'une historienne américaine, Jo Gouldy, qui enseigne à Brown, et qui ont d'ailleurs écrit ensemble un ouvrage, au-delà de l'article qu'ils présentent dans ce numéro des Annales, un ouvrage intitulé The History Manifesto, autour duquel il y a eu toute une série de discussions, donc 7 discussions dans les Annales, plusieurs débats, des discussions relayées également par l'American Historical Review. Le débat d'aujourd'hui, si vous voulez, s'intègre dans un cadre beaucoup plus général de discussion. C'est une question vive de l'actualité historiographique internationale. Et c'est aussi dans cette perspective-là que nous avons bâti le projet éditorial du numéro. L'article qui est publié en tête du numéro et qui est signé de Armitage et Gouldy est un article qui nous a été proposé et qui a suscité au sein du comité de rédaction un certain nombre de discussions, parfois assez vives, contrastées. Et nous avons fait le choix, après discussion, de le publier malgré les désaccords que nous pouvions les uns et les autres avoir avec un certain nombre de points qui étaient avancés, mais de le publier d'une manière plus large avec un débat qui l'accompagnerait et qui réagirait de différentes manières. Et c'est dans le cadre de ce débat qu'interviennent les textes de Lynn Hunt, de Claudia Moatti, de Francesca Trivellato, de Claire Lemercier et de Christian Lamourou. Et puis pour clore momentanément le débat, ou au moins ce moment du débat, nous avons rendu la parole aux auteurs qui, dans un texte final, dans le dispositif général, répondent à leur tour aux différentes interventions, dont certaines sont assez énergiques, ce qui produit finalement un débat animé. Si nous avons souhaité adopter ce dispositif de publication, c'est aussi pour témoigner du fait que une revue, ça n'est pas simplement une instance d'évaluation qui reçoit des articles, les fait expertiser à l'extérieur, et lorsqu'elle reçoit 2 rapports positifs pour son expertise, les publie. Je veux dire, le travail de revue, c'est en partie celui du contrôle de la qualité de ce qui s'y publie, mais c'est aussi un travail d'animation contradictoire, dans un certain nombre de cas, de la vie intellectuelle et de la vie historiographique. Et c'est ce qu'on a essayé de faire ici en donnant vie à ce débat, comme on avait essayé de le faire dans le numéro précédent, puisque par hasard, nous venons de publier 2 numéros successifs qui emploient la même forme du débat, la fois précédente, sur le livre de Thomas Piketty, avec également une discussion et une réponse de Thomas Piketty. Le résultat, donc, vous pouvez en juger en lisant ce numéro. Nous espérons que c'est un résultat intéressant. Vous comprenez bien que ce résultat, évidemment, pour nous, dès son titre, s'inscrit dans un problème historiographique qui concerne la revue dans son histoire longue, dans sa longue durée, puisque le terme même de longue durée est une référence explicite à Braudel et à l'article de 1958 qui était précisément intitulé de cette manière. Et David Armitage et Jo Gouldy ont cherché aussi à interpeller la revue et les gens qui pouvaient s'en sentir proches à travers cette appellation. C'était une manière pour eux de revenir sur des débats dont ils estimaient qu'ils avaient peut-être disparu de la scène historiographique. L'enjeu de leur texte et l'enjeu du débat dans le numéro dépassent largement la question de la longue durée au sens où Braudel l'a posé. La dépasse, ça ne veut pas dire la périme, mais ça veut simplement dire l'actualise au moins de 2 façons différentes. Tout d'abord en posant la question de la longue durée comme question méthodologique et en la confrontant
surtout à ce qu'on appelle aujourd'hui le problème du big data, c'est-à-dire l'usage de nouveaux outils et la confrontation avec de nouvelles typologies de sources qui sont parfois des sources d'une taille en termes de quantité de données extrêmement importante et qui peuvent donc à la fois ouvrir de nouvelles possibilités de recherche, mais créer de nouvelles difficultés et susciter de nouvelles stratégies de recherche. Et un des arguments forts portés par Gouldy et par Armitage, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, on peut reprendre à nouveau frais la question de la longue durée parce qu'on dispose de nouveaux instruments et de nouvelles données. La deuxième question, c'est la question du choix politique que sous-tend le problème de la longue durée, c'est-à-dire de l'idée, là aussi défendue par Armitage et Gouldy, que en choisissant la longue durée, l'historien se met en position d'expertise sociale et politique d'une façon plus forte et plus crédible qu'il ne le serait sur d'autres terrains, et en particulier le terrain de la micro-histoire. Et donc l'intervention de Armitage et Gouldy est à comprendre comme à la fois une sollicitation adressée aux historiens à s'investir dans un usage des nouvelles technologies et à s'investir sur la scène publique ou à se réinvestir sur la scène publique telle que eux la conçoivent. Et c'est autour de ces deux dimensions que se situe le débat d'aujourd'hui, puisqu'il ne s'agit pas de refaire le match autour des propositions d'Armitage et Gouldy, mais aussi de réfléchir à la manière dont, à partir du problème tel qu'il se pose dans leurs textes et dans les réactions, ce débat, qui est d'abord un débat américain dans un premier temps, et dans l'article de Lynn Hunt, c'est bien mis en évidence, puis un débat historiographique à l'échelle des rapports entre les États-Unis et les pays européens, puis enfin un débat plus global, et c'est aussi dans ce sens qu'il faut comprendre le texte de Christian Lamoureux sur la question de la Chine et de l'histoire chinoise, comment ce débat a en fait plusieurs dimensions, et comment il est possible aujourd'hui de revenir sur les termes du débat, mais de les transformer et de les élargir. C'est ce qu'on va essayer de faire avec nos invités, que je remercie beaucoup. Tout d'abord, Guillaume Calafat, qui enseigne à l'Université de Paris 1 et qui fait partie du comité de rédaction des Annales. Claudia Moatti, qui enseigne à l'Université de Paris 8 et à University of Southern California et qui est l'une des auteurs du numéro. Gabriel Galvez-Béard, qui enseigne à l'Université de Lille 3, et Paola Tubaro de l'Université de Greenwich. Donc je donne tout de suite la parole à Guillaume, et on va déjà écouter les quelques points de vue sur ce numéro, et puis ensuite passer à une discussion plus générale, et en vous invitant, si vous le souhaitez, vous aussi, à intervenir. Merci beaucoup, Étienne. Je ne vais pas reprendre tout ce que tu as déjà dit, mais je vais bien sûr commencer par mentionner l'article de Fernand Braudel de 1958, écrit il y a 57 ans, et un texte effectivement célèbre et important, paru dans les Annales, Histoire et sciences humaines et sociales, la longue durée. L'incipit de Braudel est très célèbre, mais je ne résiste pas à vous le donner. Il y a une crise générale des sciences de l'homme, écrivait Braudel il y a 57 ans. L'enjeu de l'article de Braudel était bien plus large, et il y avait un enjeu aussi politique au sein des différentes disciplines des sciences humaines, c'était de faire de l'histoire la discipline du couronnement aussi des sciences de l'homme, des sciences sociales, vis-à-vis notamment de la grande rivale de l'époque, qui n'était pas l'économie, comme chez Armitage et Gouldy, je vais y venir, mais plutôt l'anthropologie à l'époque. Donc je vais présenter ce numéro en tant que lecteur, pas du tout en tant qu'acteur, en trois temps qui n'ont rien à voir avec Braudel ici, avec un premier temps sur la crise, je reviendrai sur ce terme de crise et sur le constat que font Gouldy et Armitage d'une crise de la discipline historique. Dans un second temps, je m'arrêterai sur la notion de longue durée, bien évidemment, c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui, et ce sera l'occasion sans doute d'un débat entre nous et avec le public, je l'espère. Et enfin, dans un troisième temps, sur une autre des dimensions importantes, à la fois du manifeste d'Armitage et de Gouldy, mais aussi de la discussion au sein du numéro des Annales, ce sont bien entendu les types d'engagement possibles de l'historien dans l'espace public, autant de questions qui sont présentes dans les différents articles. Alors d'abord,
Sur la crise, le constat de crise de David Armitage et Joe Guldi est sensiblement identique à celui de Braudel, je dis bien sensiblement, à ceci près qu'il est énoncé, comme l'a dit Étienne Hanheim, depuis le monde universitaire anglo-américain. La crise tiendrait pour Armitage et Guldi de la perte de prestige de l'histoire comme science sociale critique, je cite là leur article, susceptible, cette science sociale historienne, de s'adresser à plusieurs publics, et notamment, comme l'a dit aussi Étienne, aux décideurs, aux autorités politiques. Alors pour ça, David Armitage et Joe Guldi prennent plusieurs indicateurs, et notamment les citations d'historiens et d'économistes dans le New York Times, et constate que les économistes sont, ces 30 dernières années, beaucoup plus cités que les historiens dans le New York Times. Aujourd'hui, donc, dominent les savoirs produits, d'après Armitage et Guldi, par les économistes surtout. Ce qui est amusant, là, de comparer avec l'article de Braudel, où les économistes, d'après Braudel, sont coincés, je cite Braudel, par la restriction temporelle, prisonniers de l'actualité la plus courte. Donc là, il y a une divergence entre les deux textes qui peut surprendre, mais qui est amusante, mais en même temps assez symptomatique, d'autant plus si on lit la réponse que Witold Kula avait apportée à Braudel en 1958, où il montrait que l'historien pouvait tirer des reformulations théoriques, mais aussi un certain nombre d'hypothèses des économistes, pouvaient tirer profit de ces hypothèses, de ces reformulations théoriques. Donc, que ce soit bien clair, la crise dont font état David Armitage et Joe Guldi existe essentiellement dans le monde universitaire anglo-américain, ce que souligne dans le numéro des Annales Francesca Tribellato et également Lynn Hunt. C'est le signe essentiellement d'une désaffection pour l'histoire qui est en fait, en vérité, plus une désaffection pour l'histoire européenne dans les départements d'histoire américains. Et ce n'est d'ailleurs pas pour rien si le débat a lieu a lieu à l'intérieur des départements d'histoire, surtout pris en charge par les spécialistes d'histoire européenne. Je pense qu'un spécialiste d'histoire sud-américaine, un spécialiste d'histoire de la Chine, de l'Inde, de l'Afrique, n'aurait sans doute pas le même constat sur la crise que traverserait actuellement la discipline historienne. Or, Guldi et Armitage sont tous les deux spécialistes surtout d'histoire britannique. Alors, on observe justement plusieurs stratégies historiennes ces dernières années pour se défendre du point de vue de l'histoire européenne. C'est tout d'abord, bien sûr, et c'est le plus connu, c'est le tournant global. On propose une histoire globale dont l'épicentre est essentiellement, généralement, les empires européens, mais aussi une autre stratégie possible et proposée ici par Armitage et Guldi, c'est la longue durée. D'où un manifesto, un History Manifesto, qui est leur ouvrage récent, dont ici on a un extrait avec cet article, dont on ne peut qu'admirer la stratégie éditoriale indéniablement réussie, une stratégie de publication sur divers plans, dans divers univers académiques. D'abord, un texte publié chez Cambridge University Press, mais en open access, c'est-à-dire en accès libre, vous pouvez le télécharger, le consulter aisément, sans débourser quoi que ce soit. C'est une rupture déjà assez significative dans le champ de la science historienne anglo-américaine qui, à de rares exceptions près, fait payer assez cher les institutions, bibliothèques et universités pour accéder à ces publications. Deuxième temps ensuite, le manifeste est dans ce temps-là loué justement par un certain nombre d'historiens généralement prestigieux dans différents canaux de presse, puis très vite condamné aussi, et la condamnation est sans doute beaucoup plus publicitaire que les louanges, condamné notamment dans une recension très vive dont a parlé aussi Étienne Hanheim dans la prestigieuse American Historical Review, pas aussi prestigieuse que les Annales mais presque, par Deborah Cohen et Peter Mandler, et j'aurai l'occasion de revenir sur cette vive critique de plusieurs pages qui a donné lieu aussi à une réponse où déjà, d'ailleurs, était cité le dossier dans les Annales, ce qui montre là une stratégie aussi à nouveau remarquable, puisque le dossier était annoncé sur différents canaux, dans différents blogs d'histoire, etc., bien avant sa parution. Et ça, c'est le troisième temps, d'une certaine manière, c'est l'adresse aux historiens européens, un dossier dans les Annales, commenté également par différentes traditions historiographiques, et précisément, bien sûr,
écriture dans la revue qui avait vu la défense la plus nette, la plus connue aussi, de la longue durée. Donc, cette History Manifesto et ce dossier sur la longue durée en débat sont une réussite éditoriale sans conteste, et on peut qu'admirer, je crois, l'efficacité de la communication selon un schéma, cela dit, assez classique, le constat d'une crise des humanités. Aujourd'hui, d'autres publicistes dans l'espace public français font le constat de crise de civilisation, de crise morale, de crise religieuse, ou quoi que ce soit. Ça marche très bien, généralement, pour appeler à un retour, ensuite, à un paradigme plus ou moins ancien, avec de nouveaux moyens ici, en l'occurrence les moyens informatiques, j'aurai l'occasion d'y revenir. Une proposition qui est volontairement polémique, c'est-à-dire qui quand même trace un sentier très net, puis ensuite une discussion plus démocratique et modeste dans un dernier temps, mais l'effet publicitaire est d'assurer le nombre de citations dans Google Scholar aussi. Donc je serais néanmoins assez positif sur cette stratégie de publication, même si j'ai volontiers employé un ton ironique pour la qualifier, parce que ces crises, et comme les tournants qui sont au début dénoncés d'ailleurs de manière assez étrange par David Armitage et Joe Guldi, ces différents tournants de la discipline historique, les fameux turns culturels, linguistiques, global, spatial, etc. En fait, ces crises et ces tournants, et on le sait très bien, sont généralement assez nécessaires à la discipline historienne. Ils font réfléchir, bien évidemment, ils permettent de discuter au-delà des effets de mode qu'ils entraînent. Ils ont, pour le dire de manière académique, une valeur heuristique qu'il me semble important de défendre, sous peine sinon d'adopter vis-à-vis de ces tournants, de ces crises, de ces discussions historiographiques, une espèce de détachement un peu amusé contre les prises de position théoriques et épistémologiques de manière plus générale. Ce n'est pas la tradition de la Revue des Annales, qui a elle-même, dans ces dernières années précisément, participé de quelques tournants critiques dans les années 90, global dans les années 2000, ou bien encore d'un certain nombre de rapprochements avec la philosophie, avec la littérature. Et de ce point de vue-là, je crois que ce dossier mérite d'être lu et connu, même si je sais qu'au sein de la rédaction, certaines personnes apparemment ne voulaient pas le voir paraître. Donc c'est très intéressant, je crois, tout de même, de lire ce dossier et de le donner à lire, surtout, pour qu'il soit discuté et débattu. Alors, quelle est la solution à cette crise d'après David Armitage et Joe Guldi? C'est la longue durée. C'est une solution pour surmonter la crise que traverserait la discipline historienne. Alors, cette longue durée passe par un certain nombre de travaux d'histoire sérielle, avec de nouvelles possibilités, des possibilités techniques, notamment informatiques, par exemple la lexicométrie, les big data, qui entraînent aussi une manière de repenser plus généralement la narration historique. Alors bien sûr, il faut un certain nombre de précautions pour aborder ces nouveaux outils. Je pense que David Armitage et Joe Guldi en sont conscients. Claire Lemercier donne un certain nombre d'avertissements utiles pour justement utiliser à bon escient ces nouveaux outils. Mais de fait, il y a tout de même aujourd'hui des changements dans nos capacités de travail qui permettent peut-être d'espérer en de nouvelles possibilités narratives et aussi de nouveaux savoirs positifs sur un certain nombre de questions. David Armitage et Joe Guldi, et je pense que c'est important d'insister là-dessus aujourd'hui, sont aussi en retrait par rapport à d'autres mouvements historiographiques qui proposent une véritable dilatation du temps historique. Ce sont la Big History, justement, qui propose de faire l'histoire depuis le Big Bang jusqu'à nos jours, ou la Deep History, plus modeste, 40 000 avant notre ère jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire le moment enfin, ça inclut Néandertal, mais voilà, un rapprochement entre archéologie et histoire, entre aussi préhistoire et histoire, qui n'est pas totalement inintéressant aussi en termes de nouvelles possibilités interdisciplinaires, c'est-à-dire c'est aussi prendre au sérieux un certain nombre d'avancées en sciences de la nature, et bien sûr, si les propositions sont aujourd'hui en partie lacunaires ou imparfaites, si elles peuvent aussi apparaître assez insatisfaisantes pour un certain nombre d'historiens, cette nouvelle interdisciplinarité proposée ouvre des pistes et surtout permet en retour de questionner la discipline historienne elle-même, c'est-à-dire pourquoi commence-t-on avec l'invention de l'écriture. En soi, c'est assez intéressant de poser cette question-là, et je crois que ça fait bien sûr ça amène un certain nombre de questions dont on pourrait débattre aujourd'hui.
Donc, derrière ces projets de longue durée, il y a aussi des changements de forme d'interdisciplinarité qui sont promus, alors avec les sciences de la nature, je l'ai dit, mais aussi avec l'économie, la sociologie, les autres sciences sociales, même si c'est bien sûr là une dimension relativement absente chez David Armitage et Joe Guldi, qui précisément vise à faire de l'histoire la discipline mère presque des sciences sociales, ou en tout cas la discipline reine. Le principal adversaire de Joe Guldi et de David Armitage et de la longue durée, pour eux, c'est la micro-histoire. La micro-histoire qui est fortement simplifiée, ce que disent d'ailleurs très bien Lynn Hunt et Francesca Trivellato dans leur réponse, puisque la micro-histoire serait une réduction de la durée, ou bien plus généralement l'étude de détails locaux. Bien sûr, ça c'est une vision extrêmement réductrice de ce qu'a pu apporter le courant micro-historien, mais qui n'est pas totalement absent aussi du monde anglo-américain. Je pense que là, il faut leur concéder, c'est-à-dire que la micro-histoire comme monographie ou comme biographie dans l'espace historiographique anglo-américain est une réduction fréquente. Et donc je pense que de ce point de vue-là, leur fatigue vis-à-vis d'un certain nombre de publications qu'ils jugent sans doute trop pointilleuses ou détaillées n'est pas totalement invalide. Cela étant, il rapproche de la micro-histoire des historiens sociaux ou urbains qui n'ont à peu près rien à voir avec elle. William Sewell, par exemple, John Scott aussi, qui est rapproché des micro-historiens. Et d'après eux, effectivement, c'est William Sewell comme John Scott, je les cite, restreignent leurs études au niveau d'un seul atelier ou à celui des interactions au sein du voisinage, et ça ne va pas. De ce point de vue-là, on sait que le micro-histoire, et j'insiste là-dessus, n'est pas le petit et n'est pas le détail, comme le disait d'ailleurs Carlo Ginzburg dans une conférence récente sur la longue durée précisément. La micro-histoire, c'est le microscope. Le micro, dans son sens, c'est regarder quelque chose de près, une façon aussi de penser la généralisation. Et précisément, c'est le grand apport de la micro-histoire que de penser la généralisation, quelque chose qui est complètement évacué chez Armitage et Guldi. Donc, pour les spécialistes de la micro-histoire, bien sûr, un texte relativement décevant. Qui effectivement vise à caricaturer la micro-histoire en disant que les conclusions de la micro-histoire seraient essentiellement tout est plus complexe. Alors effectivement, c'est un peu décevant aussi comme conclusion de dire que la complexité, c'est la conclusion historienne. Mais tout de même, l'idée effectivement que la micro-histoire serait le lieu de l'agency contre les changements, contre aussi les enjeux de causalité est une caricature. Donc il faut repenser l'idée de généralisation, et c'est précisément le projet de la micro-histoire. Alors, cela étant, est-ce que les historiens auraient abandonné, à cause d'une micro-histoire fantasmée, la longue durée ? En fait, ce qui est très intéressant, c'est que Deborah Cohen, Peter Mandler, Claire Lemercier montrent que ce n'est pas du tout le cas, en fait. Donc le constat est faux également chez Armitage et Guldi. Les études de longue durée sont plus nombreuses, à vrai dire, depuis les années 60, et le chiffre tend à augmenter ces dernières années, pas uniquement d'ailleurs dans le monde anglo-américain, mais aussi en Europe, en France, etc. Donc là, vous allez dire, mais pourquoi faire un dossier si en plus le constat est faux ? D'autres facteurs sociaux expliquent cependant un certain nombre de restrictions sur des durées plus courtes, notamment l'emploi universitaire. Donc, la longue durée n'est pas du tout abandonnée, en particulier par l'histoire économique, on le sait aussi, qui n'hésite pas à travailler sur des millénaires, sur plusieurs siècles, et ce depuis une bonne trentaine d'années, étudie les divergences. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, on ne comprend pas très bien où veulent taper Armitage et Guldi. D'où un dernier point sur les types d'engagement dans l'espace public, puisque l'insatisfaction d'Armitage et Guldi contre la conclusion tout est plus complexe, on ne parle pas assez de décideurs, les historiens auraient oublié les décideurs, pose tout de même des problèmes sérieux, et un problème fondamental, quelle histoire défendre ? Et c'est là, je crois, la question intéressante de History Manifesto, à laquelle ils apportent en revanche une réponse qui peut sembler insatisfaisante par son univocité, même si leur réponse, je pense, leur réponse dans les annales, aux différents articles, montre en réalité une plus grande attention au pluralisme méthodologique des historiens.
En fait, la question qui se pose, c'est comment prendre la parole dans l'espace public quand on est historien. Alors, la longue durée impose effectivement une attention à ce qu'on appelle l'anachronisme contrôlé. Claire Lemercier le pointe, ce qui suppose aussi de renoncer à un certain nombre de prescriptions nécessaires de l'historien. Si on prend, disons, la longue durée comme outil, si on se sert des analogies pour prendre la parole dans l'espace public, c'est qu'on oublie régulièrement la contextualisation des énoncés et des catégories pour éviter le fameux péché d'anachronisme de Marc Bloch. Et c'était aujourd'hui, je crois, l'analogie, une forme courante d'engagement dans l'espace public chez les historiens. Alors, est-ce que c'est la meilleure ? Je ne crois pas. L'histoire est à vrai dire une méthode qui justement n'hésite pas à varier les échelles, qui est pluraliste. Elle varie les échelles d'analyse, les durées, les temps de l'analyse. Elle varie également ce que les anthropologues appellent les méthodes émiques et les méthodes éthiques, c'est-à-dire des concepts endogènes et des concepts du chercheur, en annonçant justement que ces concepts sont le fruit ou pas de production locale, contextualisée. Et il y aurait en cela des longues durées, ce que dit très bien Christian Lamoureux, sur le cas chinois. Et c'est cette méthode, je crois, qui préside à des interventions possibles dans l'espace public. Pour le dire simplement, l'histoire sert surtout à ne pas raconter n'importe quoi, à rebrousser chemin sur la fabrique des catégories pour mieux en comprendre les significations et les éventuels détournements aussi. Donc l'histoire en cela serait un instrument d'explication dont la longue durée est une possibilité dans certains cas, mais sans doute pas la seule, ce que concède en réalité à la fin, en dernière instance, dans leur réponse, Armitage et Guldi, pour intervenir publiquement et réfléchir à des situations politiques, économiques, sociales, écologiques, bien évidemment, culturelles aussi. D'où une nécessité de réfléchir sur de nouvelles possibilités de raconter et d'expliquer les phénomènes contemporains et passés, en analysant notamment les discontinuités, c'est une question généralement heuristique riche, mais aussi en rapprochant micro-histoire et histoire globale, micro-histoire et longue durée, ce qu'entreprennent précisément les historiens et les revues d'histoire, et notamment les annales. Merci beaucoup Guillaume de cette présentation générale du numéro qui permettra à tous ceux qui n'ont pas encore eu le temps de le lire, mais je signale que le numéro est en vente si vous le souhaitez à la fin de cette discussion, qui permettra à tous ceux qui n'ont pas eu le temps de le lire de se faire une idée des enjeux généraux. Et je passe tout de suite la parole à Claudia Moatti qui représente ici les auteurs, en tout cas qui est l'auteur présente parmi nous et que je remercie beaucoup. Merci beaucoup. Oui, ce débat entre des historiographies différentes et entre un manifeste et nous lecteurs européens, est certainement salutaire. Et je suis contente que les Annales aient publié un tel texte qui a commencé à faire du bruit aux États-Unis. Mais il est salutaire surtout parce qu'il fait voir l'existence de véritables clivages. Il faut que les cultures se comprennent, mais il est aussi nécessaire qu'elles se mécomprennent, et c'est là qu'on peut peut-être réfléchir. Alors, le propos d'Armitage et Guldi, comme l'a rappelé Guillaume, est très simple. Je crois qu'il est même plus simple que Guillaume ne l'a rappelé, en fait. C'est l'histoire traverse une crise morale, parce que les historiens, ayant abandonné la longue durée pour travailler sur des sujets très pointus, n'intéresse plus ni le public, ni les politiques, ni les étudiants. Les deux historiens cherchent donc à rendre à l'histoire une place prioritaire en prenant un retour à la longue durée et à rendre aux historiens la place prééminente et publique que les économistes occupent dans le monde actuel. Le problème de ce texte est que les auteurs ne définissent rien. C'est donc au lecteur de décrypter non seulement les catégories qu'ils utilisent, mais également les normes qui les guident dans cette réflexion. Dans mon article, j'avais commencé à critiquer plusieurs aspects de leurs propositions. Par exemple, la confusion ou l'absence de distinction entre la recherche, l'enseignement et la vulgarisation, ce qui n'est pas sans poser problème, mais j'y reviendrai. Ou encore leur notion d'utilité, qui est beaucoup plus problématique dans une société comme la société américaine, où la collaboration entre savants et politiques a transformé une bonne partie de la recherche en recherche appliquée. Et c'est un des problèmes que pose d'ailleurs ce texte. C'est le modèle de la science qu'il a emporté après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis et qui parvient peu à peu en Europe.
On peut le voir, par exemple, si on étudie la façon dont le modèle des universités américaines avec les undergraduates et les graduates a été transplanté dans certains pays européens, mais également notre modèle de master et de transformation de la conception même de nos thèses. Ce n'est pas la figure de l'historien engagé qui pose problème dans leur proposition, mais le fait que cette proposition, qui me paraît nostalgique, repose sur une représentation imaginaire de l'intellectuel surpuissant, surplombant toute l'histoire jusqu'au temps présent, et capable d'éclairer de son savoir les masses populaires et les grands de ce monde. Ce modèle, on l'a connu en France dans les années 60-70, on pourrait l'appeler même le modèle sartrien, où des intellectuels pouvaient apparaître comme capables d'apporter des solutions à tous les problèmes sociaux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il revient aujourd'hui comme modèle américain, je dirais hégémonique, avec un déplacement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'un modèle porté par des idées, par des modèles sociaux et politiques, mais accroché aux nouvelles technologies et accroché à un modèle hégémonique qui concerne tous les domaines. Et je pense que cette question de cette hégémonie culturelle américaine devrait nous faire réfléchir. En tout cas, ce que l'article donne à voir, c'est un premier déplacement. Le débat sur l'écriture de l'histoire n'est plus épistémologique. Et de fait, il rejette tous les turns. Ils ne se comptent pas eux-mêmes dans un turn, je pense. Mais ils rejettent tous les turns, y compris la microstoria, et cherche une nouvelle conception de la longue durée, et surtout cherche à évaluer les réponses que la discipline doit donner aux exigences de la société. Autre problème d'ailleurs, qu'est-ce que c'est cette société ? Comment peut-on savoir ce qu'elle nous demanderait ? Qui décide des exigences de la société ? Cette idée de l'intellectuel surplombant et surpuissant est articulée donc chez eux, effectivement, à une révolution qui leur paraît fondamentale, la mise en disposition de big datas, comme ils l'appellent, c'est-à-dire d'une quantité considérable de données qui permettrait enfin une nouvelle histoire du temps long. Tel est en effet leur idéologème, et je pense qu'on peut l'appeler un idéologème. C'est-à-dire que jadis, pour eux, le choix de la longue durée contraignait les historiens à recourir à des ouvrages de seconde main. Et c'est dans un esprit scientifique que les historiens se seraient tournés vers une historiographie centrée sur un corpus plus restreint d'archives. Désormais, par un renversement quasi dialectique, et grâce à la quantité, je cite, quantité astronomique d'archives et aux nouveaux logiciels, je cite, qui ne posent plus de problème, la synthèse entre les deux est possible. Grâce à la digitalisation, pour prendre un mot anglais, à la numérisation, on peut de première main écrire des livres de longue, voire de très longue durée. Il est indéniable que la numérisation peut susciter des questions nouvelles en faisant surgir des objets non vus, inciter le chercheur à dépasser le cadre local, jadis déterminé par la nature même des fonds d'archives, mais on ne comprend pas très bien en quoi cela conduirait nécessairement au choix du temps long. Outre les problèmes que pose la constitution, la contextualisation, la provenance de ces archives numérisées, problèmes qui ne sont pas du tout abordés par Armitage et Guldi, on sait bien que les archives ne parlent pas d'elles-mêmes. Les sources ne sont pas des documents neutres et bruts qu'il suffirait de réunir pour décrire ou interpréter la réalité passée. Il est vrai qu'un grand nombre de statistiques sont mises aujourd'hui à la disposition des chercheurs et que certains logiciels facilitent le travail d'inventaire, mais ce sont des simples outils. Prenons par exemple les systèmes de gestion de base des données SGBD qui depuis une trentaine d'années ont envahi la production archéologique. Ils peuvent bien accélérer, on gagne du temps, l'étude comparative des monnaies ou des céramiques, mais ils ne peuvent rien d'autre, ni pour construire un objet de recherche, ni pour réaliser des typologies, encore moins pour procéder à une analyse historique. Si la numérisation
et les moteurs de recherche procurent un gain de temps, ils ne sont utiles, et c'est là que je pense qu'il faut travailler, qu'ils ne sont utiles qu'aux spécialistes d'une période, d'un espace, et encouragent plutôt la collaboration des chercheurs sur un domaine précis que la réalisation de grandes synthèses par un auteur unique. Et c'est un modèle collectif, je pense, que conduirait vraiment une réflexion sur le long terme, un modèle collectif qui n'est absolument jamais abordé par Armitage et Guldi, de la même façon que le comparatisme, lorsqu'il est bien mené, implique une collaboration de chercheurs. L'éloge de la technique est devenu une idéologie. Il marque en fait un retour aux objets et aux choses contre les idées et les discours, aux explications générales au lieu d'une attention aux plis de l'histoire. Un intérêt pour la matérialité des choses au détriment de la réflexion sur les consciences, la conscience qu'en ont les différents acteurs de l'histoire. Ainsi, l'épistémologie est loin, et avec elle, et c'est ce qui pose problème dans cet article, la transmission de tout le savoir accumulé. Sous une nouvelle forme, on peut dire que ce texte marque un retour au positivisme et au scientisme, avec de grandes idées essentialisées, et comme ils le disent, la recherche, je cite, des vérités éternelles sur la dynamique des choses. Alors, c'est au cœur de ce dispositif donc, que les auteurs du manifeste réclament le retour à la longue durée, seul remède contre la crise morale de l'histoire et de la désaffection de la société pour l'histoire. Alors, on notera tout d'abord que le texte ne discute pas la notion de longue durée, mais on comprend, avec l'accumulation des exemples qu'il donne, qu'il se réfère au fait au long terme, pas si différent que cela de la Big History, enfin différent, mais pas si différent de la Big History, dont on rappellera qu'elle a été conceptualisée aux États-Unis d'abord pour l'enseignement des undergraduates, c'est-à-dire des étudiants de la première année à la licence. Il y a tout un programme élaboré par un historien qui s'appelle David Christian ou John Mears, par des historiens qui proposent justement un programme d'enseignement pluridisciplinaire et surtout un enseignement collectif où plusieurs chercheurs de toutes les disciplines intervenaient selon les années de manière raisonnée. Et c'est bien là un des problèmes de ce texte que de confondre, je pense, l'enseignement, ou en tout cas de ne pas distinguer dans la réflexion l'enseignement et la recherche. Alors, rien à voir évidemment avec la longue durée de Braudel, qui ne peut se penser sans son articulation aux deux autres temporalités, sans la relation dialectique avec la temporalité courte des événements et moyenne des conjectures. Sans doute le modèle brodélien qui consiste à travailler sur tous les temps de l'histoire, donc sur toute l'histoire, ne répond pas à une question fondamentale. Qu'est-ce qui rend possible des phénomènes de longue durée ? Et c'est précisément ce qui aurait été utile de discuter. Mais chez ces auteurs, on a le sentiment que la discussion de nature épistémologique est toujours systématiquement écartée comme étant inutile, ringarde, et on ne la cherchera pas pour réfléchir sur les conditions de possibilité du long terme, sur la causalité en histoire, ni même sur les effets de la numérisation. Alors, effectivement, de même que la longue durée de Braudel est totalement simplifiée, de même, la microstoria est simplifiée. Et je voudrais insister juste sur un point qui manque totalement à ce texte. C'est précisément tout l'intérêt qu'apporte cette approche microstorienne qui non seulement propose l'étude intensive d'un cas à différentes échelles, pas temporalité, mais échelle, mais surtout propose ce que Ginsburg appelait une approche expérimentale qui engage précisément, et c'est là le point que je voulais souligner, un sujet critique capable de s'approprier sa matière, ce qu'on ne peut pas faire simplement en collectant de longues données sur un très long temps. Évidemment, cela implique que l'échelle n'est pas donnée une fois pour toutes, mais comme le disait Arnold Toynbee, qui fut un historien des grandes synthèses,
qu'il faut définir pour chaque sujet le champ spatial, je cite, le champ spatial et temporaire d'intelligibilité du sujet qu'on a choisi. Il faut donc préserver la pluralité. S'il faut se méfier du scientisme qui, au nom des big datas, élimine tous les débats théoriques, il faut aussi se méfier du réductionnisme qui consiste à réduire toute recherche à un modèle, à une théorie unique, le long terme, tel qu'il est proposé ici. Cette double posture positiviste et réductionniste éclaire un autre déplacement qui n'est pas récent aux États-Unis, mais qui devrait nous intéresser et nous interpeller. C'est précisément le clivage non pas tant entre sciences dures et sciences humaines, mais entre sciences appliquées et recherche fondamentale. Un clivage qui a dominé la science américaine depuis la Seconde Guerre mondiale, où le modèle du chercheur des années 30, le savant intellectuel de la mécanique quantique, a été remplacé par l'universitaire expert auprès des grandes institutions publiques et du monde industriel. Et c'est ce modèle-là qu'on nous propose ici. Si crise de l'histoire il y a, c'est précisément là qu'il faut la chercher, dans ce déplacement qui prend la science appliquée pour unique modèle, que l'on retrouve d'ailleurs en Europe avec la participation des historiens aux think tanks, cet horrible mot qui repose sur des modèles opérationnels. Ce qui manque donc cruellement dans ce texte, c'est une réflexion épistémologique, et notamment, et je terminerai là-dessus, sur l'articulation entre longue durée et historicité. L'approche proposée par les auteurs objectivise d'une certaine façon les objets d'étude. On étudiera par exemple le capitalisme des origines à nos jours ou la dette, les réformes agraires des origines à nos jours. Mais surtout, cette approche limite l'historiographie aux phénomènes généraux. Enzo Traverso faisait observer que Hobsbawm, dans l'âge des extrêmes, recherchait tellement les grandes tendances du XXe siècle qu'avait disparu dans son livre non seulement l'analyse précise de l'arrivée de Hitler au pouvoir, mais le nom même d'Auschwitz. On peut ajouter que l'accent mis sur le technologique, sur la numérisation, accentue cet aspect. La technologie et le quantitatif qui lui est associé introduisent de la continuité dans ce qui est discontinu. Il faut donc revenir peut-être à Marc Bloch et à toute sa discussion sur la nomenclature, sur les catégories, sur la nécessité de travailler sur les constructions langagières et discursives, une discussion qui a été finalement assez peu reprise par les historiens, pourtant influencés par Marc Bloch. L'historien, écrivait-il, a aussi affaire à des consciences humaines. Il lui faut pour cela prendre en compte les acteurs de l'histoire et la façon dont ces acteurs manient les mots. Capitalisme, liberté, féodalité, par exemple. C'est en effet là que nous pouvons saisir les conflits d'interprétation d'une époque, leurs enjeux. L'historien ne peut donc se contenter de l'analyse des structures sociales, ni même des mentalités, ni faire l'histoire des idées sur la longue durée. Il doit commencer par interroger les catégories et les concepts, c'est-à-dire non pas leur définition générale, selon le contexte, mais la manière dont les acteurs se saisissent des problèmes de leur temps. Cette approche conceptuelle n'est pas philosophique, elle est la condition de la compréhension de l'historicité. Il ne s'agit donc pas pour l'historien de donner seulement une définition des mots qu'il emploie, ni de comprendre seulement les conditions de production d'un sens, mais de travailler sur la façon dont les mots sont l'objet d'appropriation par les acteurs différents dans un même moment. Et surtout sur la façon dont ces réappropriations de sens modifient la façon de penser les relations sociales, la politique, les formes mêmes, dirait Foucault, de la domination. On peut, à travers les mots, en effet, restituer les expériences, y compris celles qui ont été oubliées ou recouvertes par le récit qui s'est ensuite imposé. L'histoire n'est pas une fresque qu'il s'agirait de décrire, mais, si j'ose cette image, une draperie en mouvement dont les plis ne sont jamais les mêmes. Évidemment, si l'on choisit exclusivement et pour intéresser le public de surplomber le long terme, on ne peut que négliger les plis de l'histoire. C'est cette articulation entre les catégories,
les acteurs, mais aussi le sujet de l'historien lui-même qui permet de penser l'articulation entre la longue durée et l'historicité. Au contraire, ce que proposent Armitage et Guldi, et que je propose d'appeler l'e-story, avec un petit e tiré, entraîne la réduction a priori de toute historicité et de toute critique dans la technochronologie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Claudia. Effectivement, tu as développé un certain nombre d'arguments que tu avais déjà avancés dans ton texte, mais en les élargissant largement, je pense que c'est très intéressant dans cette perspective, et en particulier de l'articuler avec à la fois les questions épistémologiques et technologiques telles que tu viens de le faire. Alors, je propose maintenant de passer à deux autres regards sur le numéro, c'est-à-dire des collègues et des amis qui ne connaissent pas ni la genèse du numéro, qui n'y ont pas participé non plus, et qui peuvent, avec leur propre lecture, nous donner un autre éclairage sur ce qui a été fait. Et Gabriel, je te proposais donc de commencer avec ta vision du numéro. Alors, merci beaucoup, Étienne. Je vais faire ça de manière assez spontanée, d'autant que, et j'expliquerai pourquoi, je suis j'ai été un peu embarrassé à la lecture du numéro. Alors, je voudrais d'abord, et c'est pas seulement une clause de style, préciser à quel titre je parle, au titre d'historien, bien sûr, même si je ne travaille pas particulièrement sur des questions épistémologiques, même si je n'emploie pas dans mes propres travaux des perspectives de longue durée. Je reviendrai sur le rôle que peut avoir la longue durée dans les travaux d'histoire économique actuels. Second titre, un titre au titre d'universitaire, qui, comme tous les universitaires, plus ou moins impliqués dans le collectif et dans son établissement, et au titre de citoyen. Si je mentionne ces titres, ces différentes dimensions, c'est précisément parce que le texte, de manière explicite ou implicite, comment dirais-je, les fait valoir, les utilise. Et le problème du texte initial, qui constitue le cœur du numéro et du débat, c'est que finalement, on ne sait jamais très bien sur quel plan on se trouve. Alors, bon, cela dit, aucun de ces titres me donne une expertise particulière. Je pense que la seule légitimité que je peux avoir, c'est d'être intervenu dans le débat de manière numérique, si je puis dire, et j'y reviendrai, et de faire partie de la longue bibliographie que David Armitage a mis sur son site, avec tous les billets de blog qu'a pu susciter son livre et son article. Alors, il me semble que le problème essentiel de ce débat, c'est que c'est un débat dont on ne peut pas ne pas parler, parce qu'il a fait du bruit, et le terme a été employé à plusieurs reprises, mais c'est un débat où on ne sait jamais de quoi l'on parle réellement. Et donc, du coup, ça crée une forme d'ambiguïté qui est un peu problématique. Alors, ce que je voudrais faire, c'est me lancer dans deux pistes, savoir de quoi l'on parle, et revenir sur ce que Guillaume a dit, les trois thèmes majeurs, la longue durée, le big data et ce qui constitue la clé de voûte, me semble-t-il, du texte, c'est-à-dire le rôle politique de l'historien. Et ensuite revenir dans un deuxième temps sur la nécessité d'évoquer ce débat et quel peut être l'apport du débat. Alors, sur la longue durée, bon, je ne vais pas reprendre les critiques qui ont été faites aussi bien dans le numéro que sur la toile, comme on dit. En histoire économique, puisque c'est ma spécialité, les travaux de longue durée n'ont jamais cessé. Et il y a quand même une grande tradition d'histoire sérielle, de statistiques rétrospectives, avec les travaux de Madison, qui sont toujours utilisés par des historiens et par des économistes, ce qui est quand même un point qui mérite d'être souligné, qui franchement font toujours et ont toujours fait partie du fonds de commerce des historiens économistes, avec bien entendu des problèmes tout à fait techniques de constitution des séries, de discussion sur l'historicité des catégories justement, et donc
de ce point de vue, il n'y a pas eu quelque chose de nouveau et il n'y a pas eu d'involution, si je puis dire, de la longue durée dans ce champ que je connais un peu mieux, de l'histoire économique. J'ajouterai par exemple qu'au dernier congrès mondial d'histoire économique à Kyoto, un grand nombre de sessions étaient consacrées, alors est-ce que c'était un écho au débat, je ne le pense pas nécessairement, mais étaient consacrées à des questions de longue durée, avec d'ailleurs des problèmes de développement technique, économétrique extrêmement poussés, mais qui, je pense, se situe dans la droite ligne et dans la continuité des travaux d'histoire économique, économétrique qui ont pu être faits depuis au moins les années 60. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comme ça a déjà été souligné, le problème du texte, c'est qu'il n'y a jamais de définition claire de la longue durée, et on peut même penser que, et ça je l'avais repéré comme d'autres, il y a parfois des contresens quand même majeurs sur le lien qui peut exister entre micro-histoire et longue durée. C'est pas parce que les micro-historiens ont fait de la micro-histoire qu'ils se sont, comment dirais-je, cantonnés à faire l'histoire d'instant ou de micro-durée. Enfin, il y a des raccourcis dans le texte initial qui sont un peu surprenants. Et de fait, ces raccourcis ne nous aident pas à comprendre quelle pourrait être la nouvelle dimension épistémologique de la longue durée qu'ils appellent de leur vœu. Donc il y a une attente déçue de ce point de vue. Sur le big data, comment dirais-je, je ne me m'attarderai pas, parce que je pense que Claire Lemercier a fait dans son article a pointé des critiques qui sont quand même extrêmement fortes, retournant d'ailleurs des analyses à base de big data, si je puis dire, que Armitage et Gouldy faisaient eux-mêmes, donc en utilisant les n-gram, en utilisant n-gram viewer, et enfin là aussi il y avait quelque chose dans le corps d'argumentation et surtout la manière dont l'argumentation de Gouldy dans la manière dont cette argumentation de Gouldy et d'Armitage a pu être démontée, quelque chose d'assez surprenant. Il est certain que, mais ça je pense que je peux en témoigner comme chaque historien présent dans cette salle peut en témoigner, l'émergence de continents de sources numériques pose de vrais problèmes techniques et épistémologiques, mais d'une part, comme vous l'avez souligné tout à fait justement, ça ne contraint pas l'historien à traiter les choses en longue durée, et par ailleurs, quand bien même on voudrait utiliser ces nouvelles données numériques pour traiter de la longue durée, ça reposerait des problèmes qui sont d'ailleurs pointés donc par l'article de Claire Lemercier, mais qui étaient déjà présents lorsqu'on parlait des séries rétrospectives, des problèmes d'analyse critique, tout bêtement, de constitution de ces données, de ces catégories, etc. Je donnerai juste un exemple, mais la recherche en plein texte dans des sources numériques pose des problèmes d'ossérisation et pose des problèmes tout bonnement d'alphabet, parce que certains alphabets sont mieux ossérisés que d'autres, et donc du coup ça peut poser des problèmes en termes de comparatisme, en termes aussi d'analyse de la longue durée. J'en viens au troisième thème qui structure, ou du moins qui est présent dans l'article d'Armitage et Gouldy, et qui est repris par les articles du Méro, qui est le rôle politique de l'historien. Alors, il y a là aussi une ambiguïté, parce qu'il me semble que Gouldy et Armitage ne mettent pas en avant une question, ne mettent pas en avant tant la question de l'engagement de l'historien, c'est plutôt la figure du conseiller du prince qui est mise en avant, et donc au motif que, si j'ai bien compris le texte, que le politique serait plus sensible à une approche par la longue durée. Et là, il y a pour moi un questionnement, c'est que je ne comprends pas pourquoi.
c'est possible, je ne sais pas, mais je ne comprends pas le mécanisme qui ferait que la longue durée aurait un aspect plus séduisant et auquel finalement le pouvoir prêterait plus d'attention. On peut trouver des arguments, hein, je ne dis pas le contraire, mais dans la démonstration elle-même, ça ne me paraissait pas évident. Par ailleurs, le problème, et le malaise presque qu'a suscité la lecture du texte initialement, c'est que, déjà, pourquoi vouloir être conseiller du prince, pourquoi vouloir avoir une influence politique, pourquoi vouloir prendre la place des économistes, et pourquoi, oui, voilà, pourquoi vouloir cette dimension politique? Alors on comprend bien cette figure un peu impériale de Braudel, donc il y a quand même là aussi un jeu presque Braudel est presque utilisé comme une métaphore de l'historien en majesté. La réflexion que je me suis faite, dans le cas français, alors je serais peut-être un peu décalé et provocateur, mais je me demande si un historien comme René Raymond, qui ne partageait pas du tout les mêmes attendus épistémologiques, c'est peu de le dire, n'a pas joué un rôle aussi important, si ce n'est plus important, dans l'influence politique que pouvaient avoir les historiens vis-à-vis du pouvoir. Et si tel était le cas, ça supposerait quand même de repenser l'article d'Hermitage et Gouldy à la lumière de savoir de quelle histoire on parle. Qu'on discute après. Alors, cela dit, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a lu l'article, une fois qu'on a lu quand même J'aurais bien aimé être au comité éditorial des Annales, pour ce numéro particulièrement, parce que quand on a lu l'article, quand on a lu les réponses qui sont quand même... Et ça, c'est quand même un point vraiment positif, c'est-à-dire que les répondants sont allés au bout des choses, et donc les critiques ne sont pas du tout complaisantes. On se dit, mais finalement, quel est l'apport? Moi, j'en vois quand même trois. Le premier, c'est quand même qu'il y a un débat. Et du coup, on est quand même obligé de tenir compte, et c'est ce qu'Étienne disait tout à l'heure, on est quand même obligé de tenir compte de cette actualité de la communauté et du débat. Je ne dis pas du débat, oui, on va dire du débat scientifique pour aller vite, premièrement. Deuxièmement, moi, je pense que... il serait peut-être bon de faire l'histoire de s'intéresser à la longue durée de la crise de l'histoire. Parce que, on a beau vouloir rejeter les tournants, c'est très bien de rejeter les tournants, mais le fait est que tous les 10 ans, et quand on regarde, tous les 5 ans, il y a toujours une crise de l'histoire. Donc il faudrait peut-être qu'on s'interroge sur le fait que et c'est fait d'ailleurs, hein, c'est pas bien nouveau, mais l'histoire se vit sur un mode de crise permanente, et finalement, dans quelle mesure l'étude de la crise de l'histoire en longue durée pourrait nous permettre peut-être de vivre les choses de manière un peu plus décontractée, si c'est possible, hein, peut-être que c'est pas possible, qu'il y a un tragique de l'histoire auquel on n'échappe pas et qu'on n'avait qu'à choisir un autre métier. Et donc, mais on pourrait le démontrer. On peut remonter. Il y a des modernistes ici au XVIIIe siècle. L'histoire érudite remise en cause par l'histoire philosophique, etc. Et on retrouve des débats qui sont bien entendu pas les mêmes, mais qui ont parfois des airs de famille mais comment dirais-je, des airs de famille qui ne sont pas repris. C'est-à-dire que ce qui m'étonne un peu, c'est finalement l'espèce de refoulement de cette dimension de longue durée de la crise de l'histoire. Bon. Deuxième point, et ça me paraît quand même important, et ça a été peu, me semble-t-il, mentionné dans les critiques, c'est la forme même du débat autour d'Hermitage et Gouldy, notamment sa dimension numérique. Là, il y a quelque chose qui s'est quand même passé, puisque... Votre numéro est sorti au printemps, je crois, mais une grande partie du débat avait déjà eu lieu, et ça participe à la stratégie éditoriale des deux auteurs, avait déjà eu lieu sur les blogs et même sur les réseaux sociaux. Et du coup, alors je pense pas, mais je suis incapable de thématiser ça, mais ça a donné, le buzz, le bruit autour de ce débat,
a créé un processus. Enfin, on peut se demander si ça n'a pas créé un processus de légitimation du débat lui-même. Et ça interroge quand même, enfin, ça nous conduit à nous interroger quand même sur les nouvelles formes de communication scientifique. C'est pas seulement du big data, c'est pas seulement des sources numériques, c'est aussi un débat scientifique qui, comment dirais-je, qui s'éparpille avec de bons aspects, parce qu'il peut y avoir, et franchement, il y a eu, je ne parle pas de mon billet, mais il y a eu des billets d'autres auteurs qui ont vraiment été très percutants, très intéressants, mais d'un autre côté, on avait le sentiment que le débat était partout et nulle part, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que le retour à la forme papier et au débat, comment dirais-je, en présentiel, comme on dit parfois, était une bonne chose. J'arrête là. Merci beaucoup, Gabriel. Et du coup, on a une dernière invitée, une dernière lectrice et un dernier regard encore différent, qui est Paola Tubaro, à qui je laisse tout de suite la parole pour cette dernière intervention. Merci beaucoup de cette invitation. Et ce que je vais faire là maintenant, c'est vraiment apporter un regard externe, parce que en fait, je ne suis même pas historienne. Donc, je viens des sciences sociales, de la sociologie économique, avec une formation initiale à l'économie, donc vraiment l'ennemi. Hein. Voilà, je dévoile mes cartes. Mais j'ai trouvé la lecture de ces débats très, très intéressantes. Et je la regarderai, si vous voulez, d'un point de vue vraiment de l'extérieur. Je ne me pencherai sur aucune question purement historique, mais du point de vue de ce qui est devenu un intérêt que je cultive depuis quelques années, qui est de réfléchir à l'importance et au rôle et aux conséquences des données, de la numérisation, si on voit en général, mais surtout des données et des big data, dans les sciences humaines et sociales. Je ne m'étais jamais spécialement interrogée sur l'histoire et ça a été l'opportunité de le faire. Et en ce sens, j'ai trouvé ce débat particulièrement stimulant et fécond. Je ne vais pas non plus m'attarder plus que ça sur l'article spécifiquement de Armitage et Gouldy, parce que ce ne sera pas à moi de dire s'ils ont bien interprété la longue durée ou pas, ou s'ils ont raison ou non sur la micro-histoire et tout ça. Là, il y a des personnes plus compétentes que moi pour le faire. Mais sur la discussion dans l'ensemble, on voit bien qu'ils ont touché... que les thèmes, en fait, qui ont été soulevés ont touché des cordes, vu qu'il y a eu autant de réactions, peut-être un petit peu provoquées, mais enfin, par une stratégie de communication efficace. Mais on voit bien là qu'il y a des enjeux. Et si je prends spécifiquement l'aspect données, quels sont les enjeux, quelles sont les questions qu'on peut s'y poser en termes de leur impact pour le chercheur en sciences humaines et sociales, et en particulier en histoire. Et je n'aurai pas vraiment des réponses pour ce qui est l'histoire, mais peut-être ce sera l'occasion de réfléchir ensemble là-dessus. Il y a d'abord une question, un sentiment, et là c'est vraiment une impression plus générale, une question que je me pose dans les débats contemporains, et je ne parle pas spécifiquement de ce débat-là, mais de ce qu'on dit en général. Les données, c'est nouveau, c'est toute une série de nouvelles opportunités qu'on a, on peut faire ceci, cela. Les données, ce n'est pas nouveau. Alors, on a des données nouvelles, des solutions logicielles nouvelles, bien sûr, mais les données, on les a toujours utilisées en sciences sociales, tout comme en histoire économique en particulier. Alors, oui, il y a quelque chose qui est nouveau, mais est-ce qu'on ne peut pas relativiser, en fait, la nouveauté, l'apport, la différence par rapport à ce qui est, en fait, une histoire longue, je ne sais pas, on verra, mais une histoire d'utilisation et d'expérience qu'on a quand même avec les données et qui a une expérience non seulement de recherche, les États collectaient des données des recensements depuis longtemps, la statistique est née pour servir l'administration publique, ensuite les sciences s'en sont saisies, mais on a quand même toute une expérience au niveau de la recherche, de la production des connaissances et au niveau
aussi d'un autre thème qui est soulevé dans ce débat et que les collègues qui ont parlé avant moi ont rappelé, le thème du rôle politique du chercheur et que ce soit un rôle d'engagement ou plus spécifiquement de conseiller du prince. C'est quelque chose où la donnée a toujours eu un rôle en fait. Alors en quoi ce qui se passe aujourd'hui est différent de ce qu'on savait ou de ce qu'on savait faire? Peut-être là, les historiens peuvent nous aider, nous tous en fait, à donner une dimension temporelle, à relativiser la compréhension que nous avons aujourd'hui de ces questions et de ces opportunités qui semblent révolutionnaires, peut-être elles le sont jusqu'à un certain point. Mais si on veut prenons au sérieux la proposition, au-delà des réflexions de plus long terme, prenons au sérieux la proposition de bien nous saisir de ces instruments, en faire quelque chose, les utiliser dans nos recherches. Qu'est-ce que cela implique? Le début du succès des big data en particulier, milieu, je dirais, des années 2000, était lié à une hypothèse qui a eu beaucoup de succès de fin de la théorie, the end of theory. C'est-à-dire, on peut s'appuyer sur des patterns qu'on observerait dans les données, dans le temps peut-être, ou sur des espaces très grands pour voir apparaître des tendances. Et ça suffit. Pourquoi alors se mettre à théoriser, à interpréter, à catégoriser comme on le faisait auparavant quand les données étaient plus rares? Et c'est quelque chose qui a bien servi, surtout au départ, l'appropriation de ces données des instruments pour les utiliser par l'industrie. Plus besoin de scientifiques, super. Mais c'est vrai, ça a été nuancé après. Je dirais pas qu'aujourd'hui, on ait la même insistance sur la fin de la théorie qu'il y a, je ne sais pas, 7-8 ans. Il reste quand même un peu un sentiment que la recherche va être plus data-driven que theory-driven si on utilise des données plus puissantes, plus détaillées, plus riches, peut-être couvrant des durées plus longues. Est-ce que cela change notre manière de faire de la recherche? Et si oui, comment? Est-ce que c'est toujours un défi pour la théorie ou bien c'est une manière en fait de réinventer en quelque sorte le rôle de la théorie, de le remettre en cause, mais de le développer en quelque sorte à la lumière de ces changements? Et ça, c'est quelque chose où on n'a pas vraiment une réponse. On est tous en train d'expérimenter avec cela. Mais c'est peut-être une question à avoir en tête avant de se lancer dans les analyses. Un troisième point que Claire Lemercier fait aussi, c'est de souligner les limites méthodologiques des big data. Oui, beaucoup d'opportunités, des grandes séries de données, des archives très riches, ça a été évoqué un petit peu déjà. Peut-être, je dirais que les exemples donnés dans le débat en particulier étaient même pas les meilleurs, peut-être, je dirais, parce que très descriptifs, décrits en toute vitesse. Mais enfin, bon, ça, c'était très instrumental au débat, c'est pas grave. Mais d'une manière plus générale, on est confronté, dès qu'on utilise des sources de ce type, qui sont en ce sens bien différentes, et là j'y vois vraiment une différence importante, bien différente des recensements, ou des données d'enquête, ou des données administratives ou d'archives qu'on pouvait tout de même utiliser par le passé. C'est que ce sont des données, oui, des masses très grandes, mais qui ne sont peut-être pas représentatives. Dans mon cas, par exemple, en sciences sociales, on est amené très souvent à étudier les comportements des usagers des services type Facebook ou Twitter et tout ça. En fait, il y a
si on prend que la France, qui est un pays quand même très numérisé, il y a à peu près 20% de la population qui n'est pas connectée. Et ce n'est pas un 20% au hasard, c'est un 20% des personnes qui ont des caractéristiques très spécifiques en termes d'âge, diplôme, lieu d'habitation, lieu de résidence, rural, urbain, qui font en sorte qu'il y ait ces différences. Donc, si j'étudie Facebook, je ne vais pas avoir un cadre représentatif, fiable des comportements de la population française. Ça, c'est un exemple plutôt tiré de la sociologie. J'imagine qu'il doit y en avoir en histoire aussi, quand on essaie de remonter en arrière dans le temps. Google Books, c'est une excellente ressource, mais est-ce qu'elle est représentative? Est-ce qu'elle est exhaustive? Est-ce qu'elle est, même si on se limite peut-être à, je sais pas, la littérature américaine, anglo-saxonne, sans vouloir étendre à des zones qu'on sait être moins couvertes, qu'est-ce qu'il y a dehors en fait? Il y aura des parties qui seront dehors systématiquement et on ne le saura pas forcément d'ailleurs d'une manière très claire. Tout cela, en fait, incite à la prudence très forte. Il y a des problèmes de documentation. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment cette information a été obtenue? S'il y a plusieurs éditions d'un ouvrage, par exemple, et, laquelle est celle qui est numérisée? Des fois, on le sait, on le voit, des fois, c'est moins clair. Il y a des problèmes potentiels de préservation, de conservation des matériaux dus tout simplement à l'obsolescence des formats. Où on ne peut plus lire ma thèse de doctorat a été conservée sur disquette. Aujourd'hui, si je n'avais pas fait une copie ailleurs, je ne pourrais plus la lire. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte très systématiquement, surtout si on veut garder des données dans le temps. Mais cela m'amène, sans m'attarder trop sur ce genre de questions, cela m'amène à une autre question qui, à mon avis, est liée et elle est peut-être plus importante parce qu'il ne s'agit pas là de s'arrêter que sur les problèmes méthodologiques. On peut bien réfléchir et peut-être trouver des solutions à tout cela, mais il y a un mélange, il y a en fait un enjeu plus important qui est que les big data et même les open data, si on veut, redéfinissent d'une manière nouvelle les rôles de l'industrie, du secteur privé et les rôles du politique dans la production des données qui rentrent dans la connaissance et dans le rapport en fait du chercheur, quelle que soit la discipline, au pouvoir politique ou économique. Je m'explique. Si Google demain décide d'arrêter Google Books, qu'est-ce qu'on fait? C'est son choix commercial. C'est son droit de le faire, mais il nous priverait d'une source très importante. Si Google décide de privilégier certaines œuvres plutôt que d'autres, encore une fois, on serait fortement touché. Des fois, ça ne m'est pas le savoir. Des services qui avaient été mis en place par le passé ont été, je ne sais pas, Many Eyes pour la visualisation a été cédé par IBM à une autre entreprise dont je ne me rappelle plus le nom, mais enfin, qui pourrait en fait décider de garder, changer, faire autre chose. Donc, on est, en fait, les big data, c'est pas clair, mais il paraît que l'origine même du mot vient de l'industrie. C'est quelque chose dont l'industrie s'est appropriée même avant la recherche. C'est quelque chose qui peut, en fait, imposer des contraintes fortes, qui peut donner des possibilités, mais qui peut poser problème en ce sens. Et également, les demandes, en fait, de l'industrie peuvent affecter le type de recherche et le type de résultats que nous, en tant que chercheurs, pouvons et voulons produire. En ce sens, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à faire sur comment se positionner par rapport, on est vraiment David contre Goliath dans cette situation, si jamais on arrive à une situation de conflit. Et c'est l'industrie, mais c'est aussi le complexe militaire, qui n'est pas vraiment évoqué ici, mais que dans le livre en ligne
Armitage et Gouldy, dans le chapitre Big Data, à un certain point évoqué, il y a un outil qu'ils ont utilisé eux, qui en fait a été repris et utilisé aussi par une, je ne sais plus si c'est l'armée danoise ou je ne sais pas laquelle, mais c'est vrai, dès qu'on a affaire avec ces outils, ces sources, les logiciels pour les utiliser, les compétences pour le faire, c'est vrai qu'on a tout de suite des demandes de ces types, des demandes et des interactions avec ces types d'acteurs qu'on peut être plus ou moins content auxquels on peut être plus ou moins content de répondre et qui posent peut-être des problèmes nouveaux par rapport à des recherches qui seraient plus éloignées des intérêts immédiats d'acteurs politiques ou industriels. Une dernière question que je voudrais rapidement soulever, et puis je m'arrête quand même, j'aurai fini mon temps, est ce que les big data, les défis que les big data posent en termes de compétences, formation des chercheurs, et je parle des sciences humaines et sociales en particulier, l'histoire comme toutes les autres, et par rapport aux incitations, aux mécanismes de carrière établis. Pour traiter les big data, oui, c'est facile, oui, c'est plus disponible, mais pour faire quelque chose de plus qu'un petit Google Ngram Viewer, il faut quand même des compétences un peu plus poussées en informatique, en statistique, en analyse des données, qui ne font pas forcément partie de l'outillage des chercheurs en sciences sociales. Il faut donc, si on veut vraiment s'approprier de ces sources, de ces instruments, il faut donc penser très sérieusement à la formation. Et là, je touche au champ de l'enseignement, mais dans une perspective de comment nourrir la recherche future, l'importance de la formation de nouveaux historiens, de nouveaux sociologues qui devront pouvoir y comprendre quelque chose. L'autre solution, peut-être dans l'immédiat, pour ceux qui n'auraient pas tous les instruments, ce serait les collaborations, la coécriture, la transdisciplinarité. Mais quelle est la vraie valeur du travail transdisciplinaire quand on va regarder les promotions, les évaluations des carrières? Est-ce que ça compte? Est-ce que c'est valorisé? Ce n'est peut-être pas toujours le cas, du moins dans les sciences humaines et dans les sciences sociales. On parle beaucoup, oui, bien sûr, l'interdisciplinarité, en théorie, elle est très belle, mais en pratique, est-ce qu'elle est valorisée? Peut-être pas forcément. Et c'est peut-être quelque chose aussi à repenser si on veut vraiment créer les conditions pour que les big data soient une ressource utilisée et utilisable. Je m'arrêterai là et puis on pourra reprendre dans les questions éventuellement. Merci beaucoup, Paola. Et je pense que votre intervention est déjà en partie une réponse à la question de savoir pourquoi on a fait écho à ce débat et pourquoi on en a parlé, parce que c'est aussi pour prendre la mesure de ces questions, entre autres choses, qui sont posées et qui, autour de la question des données, ont à la fois une dimension épistémologique et une dimension politique. Alors peut-être plus tard, j'aurai le temps de revenir aux aspects touchant la publication et les choix éditoriaux de publication. Mais avant de monopoliser la parole, je voudrais d'abord qu'on refasse peut-être simplement un tour de table avec les intervenants et les réactions aux lectures des uns et des autres, et puis après qu'on puisse avoir une discussion plus large. Oui, je serai très rapide. Je crois que ce qu'on dit, Claudia, Gabriel et Paola, est extrêmement important et montre en fait la grande variété des débats engagés par The History Manifesto et ensuite l'article. Et donc ça renouvelle ce que je disais sur le protocole éditorial et la force de frappe d'une certaine manière. C'est qu'à la fois il y a une proposition relativement conservatrice. Effectivement, l'engagement proposé, c'est le conseiller du prince, relativement classique. Le modèle pour cela d'ailleurs, c'est Thomas Piketty. C'est-à-dire qui ils aimeraient imiter, ils aimeraient être à la place de Thomas Piketty, très clairement. On sent qu'il y a presque ça.
dans le monde. Enfin, vraiment, c'est leur projet. Donc une proposition assez conservatrice, mais avec un format de publication, effectivement, relativement nouveau, qui a attiré un certain nombre de commentaires venus précisément de tous les tenants de l'open access partout en Europe et aux États-Unis. Et je trouve cette double dimension intéressante, c'est-à-dire qu'ils ont réussi leur coup sur les deux plans, d'une certaine manière, ce qui n'enlève rien à ce que disait Claudia sur la pauvreté du débat épistémologique de fond, je crois effectivement, qui est manifeste, en l'occurrence, mais qui malgré tout, engage, effectivement, je crois, et c'est ça qui est très important en fait en termes d'engagement. J'entendais plutôt cela d'ailleurs. Effectivement, ils ne proposent pas un modèle d'engagement dans l'espace public très directement, mais en tout cas, ils engagent et ils exhortent les historiens à réfléchir à leur propre manière de s'engager dans l'espace public. C'est ça qui, je crois, est relativement important dans leur texte, et peut-être que c'est ce qui va rester, à vrai dire, sur les différents. Enfin, ça va obliger à sortir du bois d'une certaine manière. Claudia, tu souhaites revenir ou réagir ou poser des questions? Je voulais rebondir un peu sur ce que disait Gabriel en posant la question de bon sens, au fond, pourquoi vouloir être conseiller du prince? Mais je pense que... Pourquoi j'ai parlé d'engagement? Parce qu'en fait, dans un passage du manifesto, ils disent que ce qu'ils cherchent dans la longue durée, ce sont des modèles pour réformer la société. C'est tout à fait explicite. Hein. Donc, ils cherchent, en fait, pourquoi est-ce qu'ils veulent la longue durée et qu'ils articulent la longue durée à cet engagement comme conseiller du prince, comme expert ou comme engagé politique, parce qu'ils sont aussi engagés à gauche. Hein. C'est aussi dans une critique du néolibéralisme. Donc, ce qu'ils cherchent dans l'histoire, ils cherchent des modèles pour réformer la société. Je pense que ça, c'est une donnée tout à fait importante. Mais cela dit, je reviens sur ce que je disais, c'est cette fascination la fascination du pouvoir qu'ils ont, hein, prendre la place des économistes et participer comme conseiller des institutions publiques. Ça, c'est quand même une dimension qui va d'ailleurs avec leur stratégie de communication. Hein. C'est un manifeste qu'ils proposent. Hein. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas simplement un texte de réflexion historiographique, mais c'est un manifeste, et ils ont utilisé toutes les méthodes du marketing pour faire connaître leur texte. Donc je pense que cette dimension-là, et c'est cette dimension-là qui occulte justement tous les problèmes épistémologiques. Je crois que c'est un peu ça le problème essentiel. Alors, ce que vous avez dit, Paola, ça me paraît aussi très important, c'est la limite des méthodes de big data. Et je voudrais juste citer un passage de Claire Lemercier, lorsqu'elle fait allusion à l'usage dont Joe Guldi a beaucoup eu recours, l'usage auquel Joe Guldi a eu beaucoup recours, le comptage des mots, par exemple. Hein. Et Claire Lemercier fait allusion au problème de savoir quel texte on prend en compte quand on utilise ce logiciel de comptage des mots. Si par exemple vous voulez savoir combien de fois, dit-elle, le mot Paris a été utilisé au XIXe siècle, donc vous avez tout un logiciel très compliqué et qui vous permet d'avoir des statistiques énormes, complètes, exhaustives. Sauf que le logiciel prend en compte le lieu de publication des ouvrages. Et donc, ça fausse complètement la statistique. Donc, toutes ces questions-là, il ne les aborde pas. Et c'est en ce sens qu'ils naturalisent leurs objets. Voilà. C'est ça qui me paraît très, très inquiétant dans cette démarche. Et dans un modèle qui va l'emporter, parce que moi, c'est ça qui m'inquiète aussi, c'est qu'ils utilisent toutes les méthodes pour que ce modèle, finalement, ait de l'influence. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on s'en saisit, on répond et on écrit des revues et des articles sur la question. Merci. Gabriel, tu voulais revenir dessus? Alors, oui. Je pense que pour prolonger ce que vous venez de dire à l'instant, finalement, quand même, ce qui est intéressant dans le débat et la question que nous pose Guldi et Armitage, c'est pourquoi notre modèle ne fonctionne-t-il plus?
il faut quand même y répondre à un moment ou à un autre. Alors après, on peut dire, mais si, ça fonctionne, tout va bien. Le fait est qu'il y a une crise des humanités et il y a une crise des enseignements d'histoire outre-Atlantique, mais aussi ici. Le fait est qu'on peut se demander s'il y a toujours une conscience historique qui préside à l'action politique. Enfin, je pense que l'actualité peut aussi susciter cette question. Moi, je voudrais juste revenir sur 3 points, très brièvement. Sur la question épistémologique. En lien avec la question de l'efficacité politique de l'histoire. Alors, je comprends très bien cette longue durée qui pourrait fournir des modèles, mais alors c'est vrai que leur manifeste est un manifeste, mais je pense que leur argument aurait beaucoup plus de force s'ils nous expliquaient pourquoi l'historien ou l'histoire n'a plus eu le rôle qu'ils prétendent, n'a plus eu le rôle qu'il aurait eu naguère. Ce que je veux dire par là, c'est que, pourquoi est-ce que l'historien n'a plus eu ou n'aurait plus eu l'oreille du pouvoir? C'est une question épistémologique, philosophique. Il me revient à mémoire un passage de Popper dans Misère de l'historisme, où il dit, mais oui, mais les problèmes sociaux, c'est des problèmes d'ingénieurs. Et c'est peut-être, il faut peut-être saisir la question comme ça, c'est-à-dire que peut-être que le politique, et je dis ça avec beaucoup de modestie, je ne suis pas politique, je ne suis pas historien du politique, etc., mais poser la question, il faudrait poser la question dans ces termes plutôt que de dire oui, c'est la faute des historiens qui sont renfermés sur leur objet d'étude parce qu'ils n'ont fait que de la micro-histoire. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a déjà un premier problème. Le deuxième problème, c'est et ça a été dit à plusieurs reprises, le fait que, en gros, il faut sauver, excusez mon expression, mais il faut sauver la peau des historiens et les autres se débrouilleront. Ça pose aussi un problème épistémologique, c'est-à-dire qu'il y a quand même toute une tradition de définition de l'histoire et des sciences humaines et sociales comme sciences historiques, d'unité du champ des sciences historiques, par-dessus laquelle ils passent totalement, et peut-être que d'ailleurs c'est un risque qu'ils font prendre à la cause. Et je finirai sur la question du big data, et ce que vous avez dit m'a vraiment éclairé, parce que en fait, effectivement, le big data apparaît comme une promesse, la promesse de voir émerger des tendances de longue durée, sauf qu'en fait, quand on vous écoute, le big data, c'est pas la fin de l'enquête, c'est le début de l'enquête. Ça la simplifie pas, ça la rend plus difficile. Alors effectivement, ça apporte des choses, mais sauf que ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Et donc, présenter ça comme une promesse qui va tout résoudre, alors que finalement, il faudrait quand même qu'on trouve des solutions à tous ces nouveaux problèmes, c'est un peu rapide. Voilà. Merci. Paola? Oui, donc moi, je commenterai très très rapidement que je trouve quand même le fait qu'il y ait un débat sur toutes ces questions très positif, parce que d'une manière, enfin, c'est vrai, je suis d'accord, c'est un manifesto et même l'article, il a un peu ce type de format, ce type de visée. Et donc, du coup, si on va regarder ligne par ligne, on peut trouver de quoi critiquer sur presque chaque point. Mais c'est peut-être le mérite aussi de cette forme de faire apparaître en fait des visions différentes ou de faire expliciter peut-être des visions différentes qui peut-être étaient là mais étaient, je sais pas, moins visibles ou moins discutées. Et c'est ça l'intérêt, le mérite d'un débat de ce type. D'ailleurs, oui, peut-être l'histoire est en crise, je ne sais pas, mais la socio fait ses crises aussi, l'économie aussi, parce qu'après la crise économique, je veux dire, et financière, d'il y a quelques années, les économistes aussi se sont posés beaucoup de questions, donc on passe un peu tous par là, en quelque sorte. Merci beaucoup. Moi, je voudrais aussi ajouter une ou deux remarques simplement à ce qui a été dit et par rapport plusieurs aspects de la discussion. Je signale d'abord qu'on a beaucoup commenté, en particulier le texte de Claire Lemercier, qui pose plus que les autres la question des big data qui nous occupe ici. J'avais invité aussi Claire Lemercier, mais elle est justement retenue à une école doctorale sur les questions des méthodes quantitatives à l'étranger, donc elle ne pouvait pas être parmi nous. Sur la question de la crise de l'histoire qui a été beaucoup discutée, moi je rejoins ce que Guillaume disait au départ.
sur la crise de l'histoire européenne, et puis ensuite la suite de notre discussion sur la manière dont il faudrait faire l'histoire de la thématique de la crise de l'histoire. Parce que moi, je ne suis pas tout à fait convaincu, en tout cas, qu'il y ait une crise de l'histoire au sens, enfin, plus accentuée aujourd'hui qu'au sens où les deux auteurs, Armitage et Gouldie, l'entendent dans leur texte. Je pense que pour une discipline universitaire dont une grande partie relève de la recherche fondamentale, et je pense que la distinction entre recherche fondamentale et recherche appliquée ici est très importante, la situation n'a sans doute jamais été très confortable, ou jamais si confortable qu'on le croit. Et un des aspects, par exemple, du texte de Lynn Hunt, qui est très intéressant, c'est qu'elle commence, un peu pour jouer, à prendre des textes américains dont certains débats sont très anciens, des textes des années 20, en montrant que finalement, disons, la rhétorique de la difficulté à intéresser les étudiants, à avoir des financements dans les départements, à pouvoir développer le type de recherche, est une rhétorique qui est presque aussi ancienne que l'université. Donc, en tout cas, la nature même de la crise de l'histoire. Et il me semble qu'en cela, à l'intérieur de la thématique de la crise, il y a des choses, en tout cas, très différentes à distinguer. Que peut-être, par exemple, les années milieu années 80, milieu années 90 peuvent correspondre à quelque chose qu'on appellerait la crise de l'histoire dans sa dimension spécifiquement épistémologique, par exemple, par rapport à ce qu'ont été des modèles d'interprétation anciens. Mais en tout cas, ce que les auteurs ici appellent crise de l'histoire me semble là relever pour le coup d'une généralité qui me paraît peu adaptée à décrire notre situation. Puis la dernière chose, dernière remarque, c'est la question de savoir pourquoi publier un volume de ce genre, ou comment on réfléchit à un volume de ce genre. On peut dire beaucoup de choses pour expliquer pourquoi il y a un volume de genre. D'abord, signaler que par rapport à tous les volumes qu'on a publiés, il fait partie des volumes ces dernières années qui ont plutôt suscité l'attention. Ce qui veut dire qu'au moins, même si nous, on ne sait pas complètement pourquoi on l'a publié, quand bien même on ne le saurait pas, au moins il y a des gens qui se sont intéressés à ce volume. C'est un volume qui a été plus demandé, plus distribué. Il y a des débats où il y a déjà eu moins de gens qu'aujourd'hui. Alors évidemment, vous êtes beaucoup moins nombreux que pour Thomas Piketty en avril, mais vous l'êtes un peu plus que quelques autres débats qu'on a pu avoir par le passé. Donc je pense qu'il y a une question là. Et donc Guillaume, il y a peut-être aussi une stratégie éditoriale du comité de rédaction, ce que tu disais en creux, mais tu n'y étais pas encore et tu ne te sens pas lié de cette manière. Alors ensuite, il y a une stratégie éditoriale que tu as bien reconstituée, qui est celle des auteurs, et ça pose la question de savoir comment une revue se situe face à des auteurs dont on voit bien dès lors que le texte arrive qu'on fait partie de leur politique générale de communication, et donc il y a une dimension d'instrumentalisation, soit dit sans les fustigé en disant ça, mais simplement on voit très bien qu'il s'agit de publier ce papier-là dans les annales de cette façon-là. C'est bien parce que la discussion a été critique autour du papier qu'en tout cas nous ne souhaitions pas le publier comme tel et sans l'accompagner de quelque chose qui serait un dispositif de critique ou de réception. On peut discuter sur cet aspect. Disons qu'en tout cas, c'est le choix qu'on a fait, c'est-à-dire un choix qui consiste à dire cette question fait aujourd'hui débat, elle fait peut-être débat parce que ce débat a été mis en scène. D'un autre côté, là aussi, on a tendance à mythifier les débats historiographiques du passé, c'est-à-dire que je me souviens, quand j'étais étudiant au moment de la crise de l'histoire, les gens disaient « Ah, aujourd'hui, il n'y a plus de débat, dans les années 60, c'était quand même autre chose, avec Porchneff, les sociétés d'ordre, les sociétés de classe. » Bon, quand on regarde les débats des années 60 et les textes, on n'a pas le sentiment que c'était un débat ni si extraordinaire, ni absolument pas mis en scène d'une manière ou d'une autre par d'autres attendus institutionnels et politiques. Les débats des années 80-90, c'était finalement des débats pas si ridicules que ça, mais avec leurs limites. Ce débat en est un. Il est, à mon sens, plus intéressant pour une revue de le prendre en charge que de faire comme si ça n'existait pas, ce qui a pu arriver un certain nombre de fois par le passé, en particulier dans l'espace scientifique européen par rapport à l'espace scientifique américain. C'est-à-dire que si certaines questions peuvent nous sembler discutable, voire ridicule dans un espace scientifique donné, le simple fait que cet espace ait des moyens de communication et une puissance économique et institutionnelle aussi grande que celle de l'espace universitaire américain rend déjà la question pertinente en ce sens, mais pertinente à condition qu'on puisse concevoir la revue comme un espace dans lequel des voix divergentes puissent s'exprimer et dans lequel des textes puissent être publiés qui ne
font pas toujours l'unanimité du comité de rédaction, mais qui en revanche peuvent recevoir un regard critique ou un regard négatif. C'est ce qu'on a essayé de faire dans ce cadre-là, étant entendu qu'au fond, je dirais, alors je ne peux pas engager tous les membres du comité de rédaction, mais il y en a d'autres qui sont ici, moi je considère ce texte intéressant avant tout parce qu'il donne l'occasion de discuter au-delà, et c'est ce qu'on a fait en particulier ici, et d'autre part parce qu'il est un symptôme. Et un symptôme de deux questions qui me semblent vraies, indépendamment de la véracité qu'on peut accorder aux propos de Hermitage et Gouldy. C'est d'une part la question de ce que la technologie fait aux humanités. Or, là, c'est un point sur lequel la discussion commence seulement, je pense, dans nos disciplines. C'est-à-dire, on voit bien comment la question des humanités numériques, y compris comme mot d'ordre, dans la recherche sur projet, dans les financements, est devenue centrale. Le regard critique sur les humanités numériques et sur ce qu'elles sont pour de vrai par rapport à ce qu'on vend parfois, est un regard critique qui demande encore à être enrichi. Et en ce sens, ce que Paola a dit tout à l'heure me semble tout à fait précieux. Et deuxième symptôme, le symptôme de la question politique. C'est-à-dire que si la position de conseiller du Prince ne me tente guère plus que d'autres ici, en revanche, la remarque d'Armitage et Gouldy sur la question qui somme finalement les historiens de savoir où ils se situent par rapport à l'espace public et par rapport à l'espace politique me semble être une question qui, pour le coup, peut être reposée à travers l'objet. Or, c'est une question qui a reçu, depuis une trentaine d'années, des réponses assez divergentes, assez contradictoires, et il n'est pas complètement inutile, à mon avis, de continuer à discuter quant à savoir en quoi un travail scientifique universitaire peut ou ne peut pas, ou doit ou ne doit pas s'articuler avec des questions politiques plus générales. Et donc, c'est aussi dans cette perspective-là que le numéro a été pensé. Et maintenant que j'ai fini ma défense et illustration du comité de rédaction, je donne la parole à la salle et je voudrais savoir qui souhaite intervenir. Alors, il y a un micro et je veux bien, si c'est possible, que vous disiez votre nom avant d'intervenir, parce que comme les débats sont mis en ligne et qu'on n'a pas les visages, c'est la seule manière de vous identifier. Bonjour, bonsoir plutôt. Oui, ça marche. Ça marche, juste être assez près. Bonsoir, je m'appelle Xavier Rousseau, l'Institut d'études avancées. Je suis historien, ma spécialité c'est l'histoire longue du crime, donc je suis évidemment tout à fait concerné par ce débat. Ce débat qui m'a un peu étonné parce que quelque part depuis 30 ans, je pratique à la fois la micro-histoire et la longue durée et je n'ai jamais rencontré de contradiction, au contraire plutôt un renforcement des problématiques et je vais y revenir. Ce que je voudrais, tout en étant particulièrement d'accord avec un certain nombre de propositions et de critiques que vous avez faites, revenir sur la question des big data longue durée. La longue durée, pour moi, c'est plutôt la globalisation du monde appliquée au temps qu'à l'espace. Et dans ce sens-là, le problème, c'est l'aplatissement des perspectives temporelles comme spatiales, qui rendent d'autant plus la micro-histoire ou un autre courant qui est peut-être plus explicite pour cela, qui est l'Alltagsgeschichte des Allemands, parce que la notion d'Alltags, de quotidienneté, est une notion qui n'est pas simplement une notion spatiale, mais bien une notion temporelle également, beaucoup plus utile pour construire une histoire qui ne soit pas une histoire globalisante, mais une histoire qui prenne aussi les différents niveaux et les différentes temporalités que Braudel avait aussi bien situées. Je voudrais revenir sur la question des big data, parce que je suis toujours très énervé quand j'entends ce mot data, qui me fait penser qu'il s'agit de données révélées. Or, s'il y a bien un problème qui est posé, c'est pour moi pas tellement dans la critique du big que dans la critique du data. Et en général, on évoque effectivement les incroyables potentialités de la massification des données, mais pas du tout sur les questions de construction. Et nous qui sommes des Européens, nous avons devant nous un exemple important qui est la difficulté qu'une institution comme Eurostat a à construire une statistique européenne qui soit complémentaire, distincte, empilée sur des statistiques qui restent largement nationales. Et vous savez que dans le domaine, par exemple, de la statistique du crime, il n'y en a pas, c'est pas possible. Jusqu'à présent, il n'y a pas de
de possibilité d'avoir une homogénéisation. Donc là, il y a, je pense, pour les historiens, pour les spécialistes de sciences sociales, comment dire, un point important qui est d'attirer en permanence l'attention sur la question de la critique nécessaire de ce mot « donner ». D'autre part, c'est la même chose, je pense, pour la durée, mais la durée, évidemment, est déjà plus explicite. Elle devrait même plutôt être mise au pluriel, me semble-t-il, parce que les notions de durée sont elles-mêmes également aussi des notions construites. Donc voilà, c'était une petite intervention que je voulais ajouter à partir de mon champ, plutôt d'une question, mais disons que mes préoccupations sont fort en résonance d'un certain nombre de choses qui ont été dites ici. Je vous remercie beaucoup, mais c'est aussi l'occasion d'intervenir avec des expériences et pas seulement de poser des questions. Vous avez eu tout à fait raison. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions, ou est-ce que quelqu'un de la table voulait revenir sur ce que vous venez de dire pour répondre? Je pense que ce que vous avez dit est tout à fait important et que c'est précisément l'articulation entre à la manière brodélienne, au fond, hein, et de la microstoria aussi. C'est cette articulation des temporalités qui est importante, qui implique des outils de travail différents et donc une épistémologie aussi différente. Mais quand vous dites, vous travaillez sur l'histoire du crime en longue durée, quelle est la durée que vous... Quelle est votre durée? Disons que, juste un détail. Pour ma thèse, la durée, c'était 250 ans, avec des séries économétriques sur 250 ans, ce qui est relativement rare, je pense. Et donc, ça rejoint aussi un élément que vous connaissez sans doute dans la critique des données statistiques. Plus les données sont longues, plus comment dire, les tendances sont résistantes. Alors qu'on est constamment dans la question du big data plutôt assommé de données très récentes. Donc on va comparer un taux de criminalité par rapport à l'année précédente, ce qui n'a pas énormément de sens. Par après, j'ai travaillé sur une longue durée qui va du XIIIe au XXIe siècle. Donc je pense que c'est une longue durée européenne qui a une certaine consistance et qui certainement rentre bien, je dirais, dans le cadre de ces propositions. Je vais juste ajouter un mot à ce que vous disiez sur les données. De fait, le mot données pose le même problème que le mot source par sa naturalité, c'est-à-dire sa question. Et je pense qu'un des aspects intéressants du problème soulevé là, c'est la nécessité de faire évoluer en fait nos cadres épistémologiques et notre critique des sources en même temps qu'évolue la technologie. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on a des outils critiques qui sont très adaptés à des sources qu'on connaît bien, et on voit parfois, de façon étonnante, un oubli, disons, de certains aspects de méthodologie critique élémentaire à partir du moment où on se transpose sur une autre disposition physique ou matérielle extérieure des données, alors même qu'elles peuvent relever, et c'est justement la limite de la nouveauté en ce sens des humanités numériques, c'est-à-dire que toute une série de questions posées par les humanités numériques du point de vue de la critique textuelle ou de la critique quantitative sont des questions qui ont déjà été rencontrées par l'herméneutique parfois depuis 200 ans ou par des questions de bibliographie matérielle, de critique des textes. Donc l'identification de la véritable nouveauté et des nouveaux instruments critiques véritablement nécessaires relève déjà d'un moment d'identification de ces problèmes-là et du fait de ne pas considérer que parce que effectivement c'est nouveau, mais c'est une sorte de vertige qui visiblement a touché, si on en juge par les textes publiés à l'époque, les premiers historiens du quantitatif, à partir du moment où ils ont disposé d'outils permettant dans les années 50 à 70 de mesurer des choses, historiens qui par ailleurs connaissaient très bien les règles élémentaires de la critique des sources, mais qui pourtant ont produit des travaux qui parfois nous étonnent par les limites de la critique, par exemple, des catégories employées. Donc je pense que là, en ce sens, c'est un bon exemple. D'autres... Pas d'autres. Alors, je vais... Antoine Lilti.
Je suis membre de la rédaction membre de la rédaction des Annales. Et ce qui me frappe, c'est qu'évidemment, le texte d'Armitage et Gouldy est un manifeste, et donc forcément, ça les amène à simplifier énormément d'enjeux, de diagnostics, de propositions. Mais je pense qu'il ne faut pas surenchérir dans la simplification en caricaturant un peu leur position, parce que ce n'est pas rendre service au débat. C'est-à-dire que, évidemment, je pense que l'articulation des temporalités, ils en sont conscients, ils l'ont écrit dans d'autres articles, ils disent dans leurs réponses, ils sont tout à fait d'accord avec ça. L'idée que les données doivent être construites, déconstruites, critiquées. Donc, il ne faudrait pas... Si on les réduit à une position ultra naïve, qui serait de dire les données sont naturelles, on va créer une très longue durée, et on va être les conseillers du prince, évidemment, ça ne vaut même pas le coup de débattre avec eux, mais il se trouve qu'ils ne sont quand même pas tout à fait aussi bêtes. Et il me semble qu'au fond, d'ailleurs, dans les reproches qu'on fait, il me semble qu'il y a deux choses qui sont un peu contradictoires. À la fois, on dit oui, mais finalement, il n'y a rien de nouveau parce qu'en réalité, on a toujours fait de la longue durée. Et en même temps, on dit oulala, mais ce qu'il propose, c'est très dangereux parce que la micro-histoire, c'est quand même très bien. Et si on regarde, il me semble qu'au fond, la proposition, si on la réduit à ce qu'elle a de plus... qui vise effectivement, à mon avis, quelque chose, c'est l'idée de dire comment, au fond, les historiens produisent de l'intelligibilité des sociétés, à la fois à destination effectivement du public et à destination effectivement des décideurs institutionnels, politiques. Or, et cette intelligibilité, ce qui pointe, c'est la façon dont ces dernières années, il y a eu un modèle qui n'est pas aussi hégémonique qu'ils le disent, mais qui néanmoins est un modèle qui a été important et qui était quand même une nouveauté des 20 ou 30 dernières années, qui était un modèle narratif, un modèle construit sur effectivement la monographie et de la durée relativement courte, et qui était un modèle et qui a impliqué un certain type d'alliance, notamment avec les disciplines herméneutiques et avec la littérature. Et on voit très bien, on peut dire ce qu'on veut sur la micro-histoire, il est évident que ils l'ont assez largement caricaturé, mais on sait aussi très bien qu'il y a une tendance de la micro-histoire très nette, par exemple, dans l'œuvre de Carlo Ginzburg, qui va progressivement vers des modèles littéraires et narratifs d'intelligibilité du social. On peut trouver que c'est très bien, on peut trouver que ça a des limites. Il pointe les limites. Et il lui oppose un autre modèle, qui est un modèle effectivement technologique, beaucoup plus fondé sur la technologie, sur la mise en série des données et sur des beaucoup plus longues durées. On peut dire que ce n'est pas totalement nouveau, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup insisté ici sur l'histoire économique ou sur l'histoire de la criminalité, l'histoire sociale. Il ne faut pas oublier que Armitage, lui, il vient de l'histoire, c'est un historien intellectuel, c'est un élève de Skinner, il vient de l'école de Cambridge. Donc au contraire, c'est une histoire intellectuelle fondée sur l'extrême contextualisation, sur le fait de travailler sur un auteur situé dans un contexte très précis. Et donc, de ce point de vue-là, par rapport à la tradition dans laquelle il vient, il y a effectivement un déplacement très fort, parler de très longue durée, introduire un questionnement sur des usages technologiques, sur les big data. C'est quand même un geste un peu plus, effectivement, un peu différent de celui qu'on aurait par rapport à l'histoire économique. Et il me semble quand même que ce débat-là, si on le pose en ces termes, et notamment si on le retraduit depuis la tradition universitaire américaine vers la tradition universitaire européenne, c'est-à-dire on peut le retraduire en termes d'alliance privilégiée avec les sciences sociales, et on peut très bien le retraduire en termes de est-ce que le modèle d'intelligibilité auquel doivent viser les historiens passe d'abord par des modèles narratifs et herméneutiques ou vers des modèles d'alliance avec les sciences sociales sur la construction sérielle de données, évidemment, discutées, construites, critiquées. Donc c'est évidemment un peu une retraduction dans le contexte social, mais je pense qu'au fond, c'est l'enjeu qui est intéressant pour nous dans ce débat-là, si on ne veut pas le simplifier un peu trop rapidement pour se donner le beau rôle en disant quand même, ils disent des bêtises. Et effectivement, sinon la réponse va être c'est beaucoup plus compliqué, qui est, comme Guillaume le rappelait, à la fois l'apport, mais peut-être la limite de certaines propositions historiennes. Merci beaucoup, Antoine. Comme ça donne un petit éclairage en direct au type de débat qu'on peut avoir au sein du comité de rédaction sur l'opportunité ou pas de publier un tel texte. Donc maintenant qu'Antoine nous a expliqué
expliqué qu'en fait c'était Simian contre l'école méthodique en 1903 qui se jouait dans ce texte et que les sciences sociales étaient du côté de Armitage et Goulty. Je laisse répondre. Gabriel, tu voulais dire? C'est une réponse en forme de question. Je suis d'accord qu'il y a un principe de charité qui s'impose à l'intervention dans ce type de débat, mais il me semble que le problème, c'est que... non, mais je dis ça très sérieusement, hein, c'est pas une moquerie, mais il me semble que quand même... ça ne peut pas être une confrontation ou une succession de modèles. La question préjudicielle à laquelle ils ne répondent pas, c'est comment un modèle d'intelligibilité historique peut avoir une efficacité politique. Enfin, si on ne répond pas à ça, on va pouvoir changer de modèle tous les 20 ans. Enfin, pourquoi est-ce que le modèle narratif pourrait avoir plus ou moins d'influence sur le politique que le modèle de Simian, que le modèle Big Data, etc. Je ne sais pas. Enfin, mais il me semble que c'est quand même... Enfin, c'est la question à laquelle il faudrait répondre avant de proposer un modèle nouveau. Sinon, après, je suis d'accord. Il y a toujours des... Enfin, bon, je m'arrête. Moi, je pense que c'est une question très précisément américaine. C'est-à-dire que après la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Ils ont créé les aires culturelles pour comprendre le monde. Eh bien, après, dans les années 90, on a créé les Sea Studies parce que on trouvait qu'il fallait adapter l'histoire à la globalisation. Aujourd'hui, on va imposer la longue durée parce que justement, il faut aplatir et le temps et l'espace et naturaliser, alors contrairement à ce que vous disiez, et le temps et l'espace. Mais je pense que là, on est vraiment dans le débat américain. Et ce débat américain, il arrive en France, il arrive en Europe, enfin il est là depuis longtemps, mais c'est une dimension qu'il faut prendre en compte pour comprendre justement leur obsession de la question du pouvoir et de la question de l'influence sur les institutions, comme ils disent très bien, d'ailleurs on ne sait pas trop bien les institutions, l'industrie. Et alors, ce que vous disiez est juste, c'est vrai qu'il ne faut pas trop simplifier, on a toujours tendance à simplifier, mais quand même, eux simplifient énormément. Et non seulement ils simplifient, mais par exemple, ils ne distinguent pas, ce qu'on disait tout à l'heure, ils ne distinguent pas la recherche à proprement parler et le fait d'écrire des ouvrages pour le grand public, pour les politiques, pour les étudiants. Si on ne fait pas cette distinction, où est la recherche? Où place-t-on l'originalité d'une recherche de l'écriture de l'histoire? C'est comme si on disait on va peindre un tableau pour plaire au directeur de musée. Ben non. Donc il faut savoir où on se place, et je pense qu'ils ne savent pas où ils se placent. Ou alors, là encore, il faudrait revoir que la plupart des grandes transformations, big studies, big history ou world history, ont commencé, comme je le disais tout à l'heure, par des travaux d'universitaires qui voulaient trouver un nouveau modèle pour enseigner aux undergraduates qui s'ennuient dans les cours. Enfin, il faut vraiment penser qu'il y a cette dimension-là dans la réflexion historiographique aux États-Unis. Il faut attirer de nouveaux undergraduates parce que ce sont eux qui payent les universités. Il faut quand même avoir ça en tête. Je pense que cette articulation doit être vraiment replacée, alors pour le coup, dans son contexte, qui est le contexte américain. Il y avait encore une intervention. Oui, donc Anne-Lise Neff, j'aurais voulu simplement poser une question parce que je n'ai pas suivi tous les rebondissements, je dois dire, de cette polémique ou de ce débat. Ma question porte plutôt sur un point qui a été abordé tout à l'heure, c'est-à-dire l'opportunité ou pas de débattre lorsque, au fond, le texte ou la question qui est posée semble pas complètement à la hauteur, même si on peut lui faire dire des tas de choses intelligentes, comme on l'a entendu en long, en large et en travers, on peut être beaucoup plus intelligent que le texte de départ, ça c'est toujours possible. Moi, ma question pose plutôt sur le fait de savoir, au fond, on est quelques-uns à avoir débattu de choses dont on aurait préféré ne pas débattre dans les années passées, mais aussi parce que ça correspondait, si je puis dire, parce que la proposition de départ correspondait à une vision du monde, disons, qu'il importait d'approcher d'une manière critique. Alors ma question, c'est le débat qui a eu lieu sur la toile, comme vous dites, il a eu lieu, encore une fois, entre
spécialistes qui tous disaient des choses plus brillantes les unes que les autres, dans des blogs tous plus savants les uns que les autres, ou est-ce qu'au fond, le débat a un peu dépassé ça, et est-ce que ça fait résonance avec des débats, disons, plus larges au sein de la société, et est-ce que c'est aussi pour ça qu'il était important d'intervenir ou pas? Voilà. Est-ce que... Qui souhaite... Alors, Guillaume, tu veux... En fait, je crois que ce qui reste du débat dans le champ américain est moins la proposition et ses traductions intelligentes que la question de l'open access. À vrai dire, ce qui reste de manière très forte, je trouve, dans le débat américain, c'est le fait que Joe Guldi et David Armitage ont modifié leur texte de départ après un certain nombre de réponses qui ont été données notamment par Deborah Cohen et Peter Mandler, sans les signaler au départ. Après, ils les ont signalés. Et cela, évidemment, pose aussi une question sur les formats du débat, etc. Dans quelle mesure il a vraiment, par capillarité, atteint d'autres sphères, ça, je ne serais pas trop capable de le dire, mais ce qui est très intéressant et sur sa force, c'est précisément que, effectivement, la conclusion de David Armitage et Joe Guldi et la réponse qu'ils apportent aux différents articles, tout le monde peut y souscrire, je crois. C'est-à-dire, effectivement, il faut varier les analyses, il faut être à la fois micro-historien, faire de la longue durée, à la fois faire du global et du micro. Enfin, là, on est tous d'accord. Je pense qu'ils ne sont pas du tout stupides et ils disent bien qu'il y a différentes manières de le faire. Ce qui est très intéressant, en revanche, c'est que si tout le monde est d'accord là-dessus, j'ai absolument la lecture inverse d'Antoine Litti sur le fait qu'il me semble qu'ils défendent un modèle qui est proche de celui de l'histoire humanité, pas du tout de l'histoire sciences sociales. Parce que précisément, ils n'ont à aucun moment pris en compte un certain nombre de considérations critiques sur les big data. Et ça, je pense que c'est vraiment un vrai problème. C'est-à-dire les savoirs économistes, sociologiques, produits sur le traitement de ces données-là, ils n'en tiennent, à mes yeux, pas vraiment compte. Après, effectivement, dans les réponses, ils s'adaptent, ils lisent, et ils lisent vite et bien, et donc, bien sûr, ils touchent juste aussi dans leurs réponses. Mais je crois que précisément, le modèle qu'ils visaient était plutôt celui d'une histoire à l'ancienne, des catégories politiques, ce qu'on peut dire sur des grands concepts type voilà, la République, la guerre civile, ce genre de choses. Et je crois qu'ils visaient surtout à toucher cela. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une critique contre leur longue durée qui vient des gens qui pratiquent une plus longue durée, la deep history et la big history, qui dit que justement leurs courbes, les big data, etc., sont entièrement remises en cause dès qu'on prend des échelles d'analyse type 40 000 ans, 50 000 ans, 100 000 ans, 5 milliards d'années. Et là, effectivement, tous les courbes que moi je vois en J, vous la voyez en L, etc., tombent à plat, puisque aplaties sur des durées aussi longues, et évidemment, en analysant des données de manière précise, on se rend compte que ces mutations climatiques, ces données nouvelles apportées, etc., par exemple sur la lexicométrie, tombent absolument à l'eau dès qu'on fait éclater les durées. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut remettre en cause le réchauffement climatique, bien sûr, mais qu'en revanche, évidemment, si on voit ces données sur 300 ans, ce n'est pas du tout la même chose que si on les voit sur 40 000 ans. Donc, ça pose tout un certain nombre de questions sur les définitions de la longue durée. Mais c'est pour ça que je crois que si ce débat reste dans le champ américain, et je suis moins pessimiste que Claudia Moatti sur sa pénétration dans le champ européen et même sur son influence dans le champ américain, je crois que ce sera surtout sur le format employé par Joe Guldi et David Armitage, parce que c'est ça qui est débattu aujourd'hui, moins que les propositions. Parce que je crois que même eux reconnaissent que, effectivement, ces propositions peuvent être amendées, et ils le disent dans les annales. Donc, de ce point de vue-là, je crois que c'est surtout ça qui restera. Oui, ils cherchaient un coup médiatique, ils ont réussi. Alors, nous sommes arrivés au terme, sinon du débat, du moins du temps qui nous était imparti. Donc je remercie beaucoup tous les intervenants et les intervenantes de ce débat, et je vous remercie beaucoup d'être venus y participer ou l'écouter. Je vous informe également que le prochain débat autour du prochain numéro aura lieu ici même, normalement le 27 novembre, autour d'un dossier qui est consacré aux langues et aux sociétés de l'islam médiéval. Et donc ce sera l'occasion d'éclairer d'autres temporalités, d'autres outils aussi qui sont ceux de la sociolinguistique. Et nous espérons vous y retrouver nombreux. Bonne soirée.